Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau premier trajet, mes premiers kilomètres, dizaines de kilomètres, une cinquantaine aujourd'hui, au volant des voitures que j'essaie ensuite pendant une semaine complète pour vous proposer à la fin de la semaine le grand essai électrisant avec tous les détails techniques et puis mes impressions après une semaine au volant. Alors la voiture qui se trouve derrière moi, j'ai déjà eu l'occasion de vous la présenter, c'était en Suède il y a à peu près un an, début mars 2025, à l'occasion de sa présentation internationale. Il s'agit d'une Volvo, la ES90 ES90, elle se trouve juste là. J'en prends le volant aujourd'hui pour une semaine et durant ce premier trajet, eh bien vous aurez droit donc à mes toutes premières impressions, mes impressions à chaud au volant de cette voiture. Alors qu'est-ce que ça vaut sur la route? Élément de réponse dans ce premier trajet, toutes les infos évidemment dans le grand essai. On va commencer là par l'extérieur, petit tour à l'extérieur, le coffre, les places arrière, le tableau de bord et puis mes impressions durant une cinquantaine de kilomètres à son volant pour ce premier trajet. C'est parti! Premier trajet avec Coyote, à vos côtés sur la route pour votre premier trajet et tous les autres. Extérieurement, avec ces faux airs de taxi londonien à cause de ce lidar perché juste au-dessus du pare-brise, ce que certains regretteront peut-être, moi perso ça ne me dérange pas, eh bien je la trouve quand même très réussie cette voiture. On est bien dans le style Volvo. À l'avant on a une calandre semi-fermée, la partie supérieure est fermée, la partie inférieure peut se fermer ou s'ouvrir suivant les besoins en termes de refroidissement de la batterie par exemple. Au niveau des phares, on a toujours cette signature en marteau de Thor, on a des ailes qui sont avec des passages de roues bien marqués. On a de très belles jantes sur cette voiture d'essai, des jantes qui sont malheureusement déjà un petit peu abîmées à l'abri des trottoirs. Sur le côté, on a des poignées affleurantes qui se présentent à vous si vous arrivez près de votre voiture avec votre téléphone connecté. À l'arrière, cette voiture, franchement, elle me fait penser à une évolution plus grande, évidemment, de ma Polestar 2, c'est-à-dire une berline, oui, mais une berline surélevée. Et donc, c'est vraiment très sympa à conduire. C'est un format que j'apprécie particulièrement. Alors, ce que j'aime peut-être un petit peu moins sur cette ES90, ES90, c'est peut-être justement la partie arrière. Je trouve que les feux sont un petit peu trop massifs et puis cette manie de faire remonter ici les feux sur le vitrage, je ne trouve pas ça très heureux, mais pour le reste franchement cette voiture ne manque pas d'élégance. Alors sachez-le, on est ici sur une finition supérieure, finition ultra. Par contre c'est la version d'entrée de gamme, la version à un seul moteur située précisément à l'arrière. Bon puisqu'on y est à l'arrière, on va se diriger vers le coffre. Bien sûr, l'ouverture est électrique et à l'intérieur, et on a l'avantage évidemment d'avoir un haillon, ça en termes de praticité, c'est vraiment sympa. À l'intérieur, on voit qu'on a un cache-bagages souple ici qu'on va pouvoir retirer. Ensuite, on a une banquette arrière qui est fractionnable 40-20-40, ça c'est très bien également. Et puis un petit filet à gauche dans lequel j'ai mis ma bouteille d'eau, vous le voyez. On a des petits crochets pour les sacs de course également, là il y en a un à gauche et un à droite. Suspension pilotée oblige, et bien le petit bouton pour faire varier la hauteur de caisse et également une prise 12 volts. Évidemment présent les traditionnels petits anneaux, bien sûr, si on veut fixer un filet par exemple. Et puis sous le plancher du coffre qui ne va pas jusqu'au bout, vous voyez, ça fait la moitié du coffre à peu près. On a encore un petit espace pour ranger des accessoires ou encore un câble de recharge. Dans ce cas-ci, moi j'ai glissé les deux câbles de recharge dans le frunk puisqu'il y a bien un frunk sous le capot de cette voiture. Bon, on aura tous les chiffres dans le grand essai, mais à première vue, franchement, c'est validé. On va maintenant se diriger vers l'arrière. Ici à l'arrière, il y a du bon et du moins bon. Là, je vous montre le bon, l'espace entre le siège et mon genou. Par contre, j'ai un angle ici qui n'est pas très favorable. La banquette arrière est placée vraiment très bas. Le plancher est très haut en raison de la présence évidemment du pack de batterie. Et puis ça reste une berline, donc il faut garder quand même de l'espace en hauteur. Et j'ai un peu de mal aussi à mettre les pieds sous le siège avant, donc je dois les garder un petit peu comme ceci, ce qui n'arrange pas du tout l'angle ici. Donc ça veut dire qu'il y a de la place. Ça, je ne peux pas le nier. Par contre, c'est vrai qu'on est un peu moins bien installé que dans d'autres véhicules qui proposent un agencement qui fait qu'on n'a pas cet angle qui ici n'est pas optimal. On a par contre un plancher entièrement plat. On a deux prises USB, vous le voyez peut-être là en dessous, USB-C. On a également toutes les commandes ici pour le chauffage et la ventilation des sièges arrière, s'il vous plaît, c'est pas mal. Je rappelle qu'on est sur une finition haut de gamme. On a d'ailleurs des petits inserts ici bois qui sont assez sympas. Et puis alors ici entre les sièges, c'est business class, si vous voyagez à deux à l'arrière. Vous avez ce petit espace ici avec les porte-gobelets qui montent, vous le voyez peut-être. Voilà, ça monte quand on ouvre, donc ça c'est vraiment bien. Et ici également encore un espace
Voilà, donc on est plutôt bien, quoi. Voilà, c'est très premium. Ça me rappelle le côté cocon qu'on peut retrouver dans la Polestar 4 avec ce gros accoudoir central quand on n'a personne installé au milieu, évidemment. Alors là, vous le voyez, il y a du Bowers & Wilkins. On est sur une installation très haut de gamme concernant l'installation audio. Je ne manquerai pas de tester ça cette semaine également, avec haut-parleur donc dans les appuis-têtes. Et puis si on jette un petit coup d'œil vers l'avant, voilà ce que ça donne. C'est franchement pas mal. On est sur un coloris biton ici, hein, avec du noir en partie supérieure, ce qui est très bien pour éviter les reflets dans le pare-brise, et une couleur plus claire en partie inférieure. Un écran vertical toujours dans cette voiture, alors que dans la suivante, le X60, l'écran passe à l'horizontale. Bon, allez, on file à l'avant et je vous fais découvrir tout ça de beaucoup plus près. Voilà ce que ça donne à l'avant avec la fameuse installation Bowers & Wilkins. Il y a des haut-parleurs ici, en partie basse sur les portières également. Ici sur la planche de bord, en dessous du pare-brise. On a de très belles finitions hein, avec cet intérieur finition bois. C'est assez sympa avec ce petit détail que vous voyez peut-être ici. Écran vertical, on l'a dit, avec toujours Android Automotive, le meilleur de Google, Google Maps par exemple. La navigation connectée de Google qui fonctionne très très bien. Et puis on a évidemment le Google Assistant ici. Ça c'est vraiment chouette également. Derrière le volant, l'écran instrument qui bouge avec la colonne de direction, c'est très bien aussi. Les commodos qu'on a déjà vu dans d'autres Volvo, chez Polestar également. Et puis ces fameuses touches dont on se serait bien passé, les touches en noir brillant. Et je pense que sur le X60, le dernier modèle qui vient d'être présenté, eh bien là on est revenu à des touches plus raisonnables, on va dire. Sur la portière, on a cette poignée de fermeture ici, plutôt pratique, poignée d'ouverture ici, et puis les vitres électriques. Alors ici on commande les vitres arrière et ici on commande les vitres avant. Moi ça ne me dérange pas, j'ouvre rarement les vitres arrière, mais je sais que certains sont un peu agacés de n'avoir que 2 boutons ici à l'avant. Dites-moi si c'est votre cas dans les commentaires. Bon, une 50aine de kilomètres, c'est ce que je vous propose hein, pour ce premier trajet à bord de cette nouvelle Volvo. On va les vivre ensemble, ces premiers kilomètres à son volant, et je vous dis ce que j'en pense en live. Voilà, c'est parti, direction ma première destination à bord de cette nouvelle Volvo. Vous vivez donc avec moi ce premier trajet. On est décidément très très bien installé dans ces sièges. Sièges probablement optionnels, je ne sais pas, je vous dirai ça dans le grand essai avec tous les détails. Le maintien latéral est vraiment excellent et puis on trouve facilement sa position de conduite idéale. Donc je trouve ça plutôt chouette, voilà, on se sent bien accueilli dans cette voiture. Réglages modifiés, est-ce qu'on les enregistre? Oui, voilà, ça en termes d'ergonomie, c'est sympa également. Je suis sur D, c'est parti. Un démarrage qui s'effectue tout en douceur, on n'a pas ce petit à-coup, comme c'est parfois le cas quand on quitte le auto hold, donc la position de retenue de la voiture pour qu'elle n'avance pas quand elle est en D. Et on a ici le One Pedal Drive qui est activé, un One Pedal Drive qui est extrêmement puissant. Je retrouve là aussi ce que j'avais vraiment apprécié à bord de ma Polestar 2. On va quitter les installations de Volvo Belgique. Et on a donc des suspensions pilotées sur cette voiture. Et ça, je peux vous dire que ça se sent. Voilà, on a pas mal de camions là garés sur le côté. Et on voit dans l'écran instrument la visualisation en 3D de l'environnement et notamment le bus en l'occurrence ici qui se trouve à droite. J'utilise cette fois Google Maps pour aller à destination. 54 km pour ce premier trajet, 52 minutes et j'arriverai avec une batterie à 75%, 75% alors qu'elle est à 87% pour l'instant. On n'est pas sur la version qui offre la plus grande autonomie, même si on est sur une version à 2 roues motrices. On est sur une version à 2 roues motrices mais équipée d'une plus petite batterie que les versions à 4 roues motrices. Et donc très logiquement, on a une autonomie inférieure. Et on verra d'ailleurs dans le grand essai quelle est l'autonomie réelle de cette voiture avec la moyenne après une semaine au volant et quelques centaines de kilomètres parcourus. Là, le silence est absolument étonnant. Tout ce que j'entends, ce sont les frottements de ma manche ici. C'est tout. C'est assez saisissant. Oh là là, quelle douceur, quelle douceur. Quelle douceur dans les commandes. Bon, je crois que je vais passer une bonne semaine. Et on retrouve les fameux rétroviseurs que j'avais déjà dans la Polestar 2, c'est-à-dire des rétroviseurs dont la coque tout entière bouge pour les réglages, alors que normalement, sur la plupart des rétroviseurs, c'est la vitre qui bouge à l'intérieur. Ici pas. Ils les ont bien rentabilisés, ces rétroviseurs, je pense. Et là, on est sur des raccords sur le ring de Bruxelles, le périphérique autour de Bruxelles.
Des raccords que je ne sens absolument pas, je les entends à peine, la suspension fait vraiment des miracles. Et tout est souple, la suspension. Alors la suspension, non, elle est pas souple. Elle est prévenante, mais elle est pas souple. On n'est pas sur un truc genre vieille voiture américaine, pas du tout. La voiture est bien maintenue, mais on ne sent absolument pas les changements de revêtement, tout ça, on les survole. Le volant, la douceur dans la direction également. Même les mouvements de la carte se font avec une extrême fluidité. Et c'est pas une voiture, et je le sens d'emblée, avec laquelle on aura envie de rouler vite. C'est une voiture avec laquelle on va avoir envie de profiter parce que justement elle propose ce silence, ce calme. Alors là, je peux pas tester l'installation Bowers & Wilkins, sinon je vais me faire killer au niveau de la vidéo, des droits d'auteur, etc. en fonction de ce qui va passer à la radio. Mais j'aurais bien envie de mettre, vous voyez, la musique un peu plus fort avec une bonne installation sonore. Ça, c'est très agréable. Voilà, je viens de redescendre un petit peu le volant qui me semblait finalement réglé un petit peu haut. Tout ça s'enregistre dans le profil. On a un volant donc électrique. Ça, c'est vraiment bien. Et puis des réglages qui du coup s'effectuent uniquement via l'écran d'infodivertissement. Mais là aussi, les menus sont assez clairs, c'est assez fluide. Franchement, jusque-là, j'ai pas grand-chose à reprocher à cette voiture en termes d'ergonomie. C'est bien pensé et je trouve chaque chose là où j'imagine pouvoir la trouver. Alors, je suis à 102 km/h au lieu de 100 km/h. Bien sûr, du coup, ça bip. Et pour retirer le bip de survitesse, et j'espère ne devoir retirer que celui-là parce que tout le reste sera bien réglé, eh bien, ça se passe facilement. Vous avez le bras posé ici, petite voiture et aide à la vitesse intelligente désactivée. J'aurais préféré un petit raccourci sur le volant, un petit appui long sur OK par exemple, ou sur le petit micro de la commande vocale, de l'assistant. Mais bon, ça va. Et alors on a un rétroviseur qui peut faire rétroviseur classique ou rétroviseur caméra. Là il est en position rétroviseur caméra, et heureusement d'ailleurs, parce que je regardais tout à l'heure pour le régler, et en fait on ne voit absolument rien à l'arrière. On a les deux sièges à l'arrière qui sont assez massifs. Et donc j'essaierai de vous montrer ça si je m'en souviens dans le grand essai. Les deux sièges arrière, les deux places principales sont assez massives. Et donc on voit, avec la lunette très inclinée, on voit pas grand chose en fait. Je vois juste la voiture qui est juste derrière, mais pas grand chose d'autre. Donc je pense que dans ce cas-ci, la position caméra s'impose. À voir si dans toutes les circonstances c'est le cas. Ça doit être à peu près le même système que sur la Polestar 4, et j'avais trouvé sur la Polestar 4, là où vous n'avez pas le choix parce qu'il n'y a pas de vitre arrière, donc vous devez vous fier uniquement au rétroviseur caméra, j'avais trouvé que c'était assez convaincant, donc il n'y a pas de raison que ça ne soit pas le cas ici, même si je trouve l'aspect un petit peu laiteux. Le rendu de l'image est un peu laiteux. À voir durant cette semaine. Alors j'arrive dans une zone avec des travaux, l'occasion de tester le régulateur de vitesse adaptatif avec centrage sur la voie de circulation, c'est-à-dire la conduite assistée. Pour l'activer dans cette voiture, le commodo de droite vers le bas, et je laisse la voiture prendre le contrôle, tout en gardant les mains sur le volant, bien évidemment. Les adaptations se font vraiment avec beaucoup de douceur par rapport à la voiture qui précède, par rapport aux voitures qui mordent un peu sur la ligne entre deux voies de circulation. Et donc, la voiture, par prudence, ralentit, mais toujours à bon escient. Elle le fait toujours de manière extrêmement coolée. Et donc, ça participe à la sensation de confort général qu'on peut ressentir au volant de cette voiture. Les touches sur le volant, qu'on retrouve également chez Polestar, je le disais tout à l'heure, me semblent plus réactives dans cette voiture. Là, on doit avoir un petit peu amélioré les choses. On a dû faire un petit peu de fine-tuning, à mon avis, au niveau des réglages. Et c'est vraiment bien. Là, petit à petit, on sort de la zone avec les travaux. Donc, la vitesse maximale autorisée augmente. Petite pression sur le volant. Et la voiture s'occupe toujours de gérer l'ensemble. Donc, c'est très agréable. Voilà, ici encore, c'est un peu le bazar. Tout le monde change de bande un petit peu au dernier moment. On est sur une espèce d'échangeur. Et on a des bonnes réactions de la voiture. Voilà, quelqu'un encore devant moi qui vient s'insérer. Et on ne sent pas de panique au niveau de la voiture. Elle gère le tout avec beaucoup de facilité. Ce qui donne un feeling très premium finalement au volant. Par contre, quand on regarde l'écran central, le fait qu'il soit positionné encore verticalement dans cette voiture, eh bien fait que quand on regarde au bas de l'écran, notamment les infos de chauffage, climatisation, tous les petits raccourcis qu'on va retrouver ici, on doit quand même quitter nettement la route des yeux, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on a
un écran positionné horizontalement. Le bas de l'écran arrive en fait à la moitié de l'écran quand il est positionné verticalement. Donc, raison pour laquelle, sans doute, on est passé maintenant sur le X60, et bien sur un écran horizontal. Alors là, je viens de me balader dans les menus et j'étais intrigué par l'aide à la vitesse intelligente. J'avais eu l'occasion il y a quelques mois d'aller tester le nouveau système de Volvo qui, plutôt que lorsque vous dépassez la vitesse maximale autorisée, plutôt que de vous punir avec des bip bip dans tous les sens, eh bien propose à l'approche de la vitesse maximale autorisée un durcissement de la pédale d'accélérateur. J'avais testé ça en Suède, je pense. J'avais trouvé ça très intéressant parce que la punition, les simples bips, eh bien, se transforme en aide. Il n'y a pas d'alerte sonore, parce qu'il n'y a pas lieu peut-être d'avoir des alertes sonores, peut-être juste prévenir le conducteur qu'il arrive à la vitesse maximale autorisée en durcissant la pédale. J'avais trouvé ça très très bien, je me souviens, lors de ce test, et je vois que c'est disponible dans cette voiture, et bien donc on va le faire. Ce qui veut dire qu'on ne doit pas désactiver à chaque fois ce bip-là, ce qui veut dire qu'on doit du coup rien désactiver a priori d'un trajet à l'autre. Ça c'est vraiment bien. Alerte excès de vitesse, donc via la pédale d'accélérateur. Là c'est limité à 100 km/h, sur cette portion d'autoroute, et donc je vais accélérer, je suis à 89, 90, 90, j'accélère, j'arrive à 100 km/h, voilà, là je suis à 100 km/h, et là j'ai la pédale effectivement qui vient de se durcir. Là, deux possibilités, soit je m'en tiens à cette limitation de vitesse, je n'enfonce pas davantage l'accélérateur, soit je décide d'enfoncer davantage l'accélérateur et je peux aller au-delà de cette résistance, mais la voiture m'a prévenu, attention, on est arrivé à la limitation de vitesse. Je trouve ce système vraiment très très bien. À ma connaissance, ça n'existe que chez Volvo. Si vous connaissez ce système ailleurs, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez ça, vous aussi, moins pénible et justement plutôt positif d'avoir cette aide, cette résistance au niveau de l'accélérateur qu'on peut évidemment décider de franchir, ou bien est-ce que vous préférez quand même les bips traditionnels quitte à devoir les couper? Je crois que je vais me faire très très vite à ce silence et ça va être très compliqué si la suivante ne l'est pas. Voilà, c'est la fin de ce premier trajet, plus que 3 petites minutes avant d'arriver à destination. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez de cette voiture avec ce premier aperçu en attendant d'avoir la vidéo complète avec le grand essai à la fin de la semaine avec tous les détails techniques et mes impressions après une semaine au volant. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que cette voiture eh bien, vous séduit ou au contraire, est-ce que vous attendiez quelque chose de différent? Moi, je peux vous dire que je suis plutôt content. En fait, c'est assez conforme à ce que j'attendais de cette voiture, donc finalement je suis assez satisfait. L'ambiance intérieure est très agréable, la conduite est très agréable également, c'est extrêmement silencieux, facile à conduire, facile à vivre, les aides à la conduite fonctionnent très correctement, et puis on a soit ce raccourci directement accessible ici pour couper les bips de survitesse, ou bien si on le souhaite, on remplace ce bip de survitesse par un durcissement de l'accélérateur, et je trouve ça particulièrement efficace. Voilà, c'est limité ici à 90 km/h, 90 km/h. La limitation passe à 30. Eh bien, je vais sentir un durcissement au niveau de la pédale. C'est assez intuitif en fait ce système, donc je trouve ça vraiment très agréable. Peu de points négatifs à ce stade, puisque tout ce qui concerne la conduite fonctionne bien. À l'intérieur, ça fonctionne bien également. Pas de problème avec le système d'infodivertissement, Android Automotive, etc. Le système me donne ici d'ailleurs entière satisfaction, puisque j'arrive à bon port avec 76%, 76% de batterie, ce qui est à peu près ce que la voiture prévoyait au démarrage, donc c'est très très bien là également. Les seuls petits bémols, ça va être concernant ces malheureuses touches sur le volant qui sont pas très très premium pour le coup. On a du piano black, bon c'est pas génial, mais voilà, c'est un moindre mal par rapport à toutes les qualités qu'on peut retrouver dans cette voiture. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous dans le grand essai de cette Volvo ES90 ES90. Ce sera donc dans quelques jours sur Charging Station. Vous ne l'avez pas encore fait, faites-le maintenant, abonnez-vous à Charging Station et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. D'autant plus que vous l'aurez compris, eh bien la prochaine ce sera le grand essai de cette voiture. Dans quelques jours également, je vous le disais, une présentation en statique de son petit frère, le SUV EX60. Ça aussi, ça pourrait être très sympa avec une plateforme 800 volts. On a une recharge très rapide, on a d'autres boutons sur le volant. Donc voilà, ne manquez pas cette vidéo également. Je vous dis à très bientôt.